Si on se questionnait sur qu'est-ce qui, historiquement parlant, dans ce qu'on a vécu dans les civilisations qui nous ont précédés et dans ce qu'était Homo sapiens à l'époque où on vivait en tribu, qu'est-ce qui reste aujourd'hui de ce qui nous amène à vivre notre parentalité et la manière dont on accueille nos bébés, la manière dont on s'occupe de nos bébés. Comment est-ce que c'est encore impacté par rapport à la vie aujourd'hui, par rapport à ce qui s'est passé il y a des millénaires? Aujourd'hui, j'accueille Ingrid Baillot sur le podcast avec tellement de joie. Donc une sage-femme belge qui habite maintenant au Québec, qui est formatrice et puis qui est aussi autrice de plusieurs livres sur le 4e trimestre, dont le dernier qui s'appelle Les défis du 4e trimestre, et qui va justement pouvoir échanger avec nous sur ce bagage qu'on porte encore de nos jours et quelles sont un peu certaines clés qui vont pouvoir aider justement à la compréhension de comment est-ce qu'on peut aider justement nos petits nouveau-nés et comment est-ce qu'on peut améliorer la manière dont on les perçoit. Ça va certainement nous aider, notamment pour nos allaitements. Bienvenue sur Sage-Femme Authentique, le podcast qui ouvre les portes de la connaissance et de l'empowerment en matière de naissance. Ensemble, nous allons explorer les vérités de l'enfantement, briser les mythes et les peurs sociétales et célébrer la physiologie innée des femmes et des bébés dans leur voyage vers la naissance. Au cœur de chaque épisode, je vous emmène à la découverte des pratiques authentiques des sages-femmes, loin des murs hospitaliers, que ce soit à domicile ou en maison de naissance. Je suis Mélissa Chambard, sage-femme et maman de 5 enfants, et ici je vous partage mon expérience, mes conseils pratiques, mes découvertes, ainsi que des histoires inspirantes de parents, de sages-femmes et de professionnels de la périnatalité. Ceci pour que vous soyez pleinement acteur de la naissance de votre bébé, peu importe le lieu où vous avez choisi de l'accueillir, dans l'authenticité, la bienveillance, la force et la puissance. Allez, vas-y. Bonjour Ingrid. Bonjour Mélissa. Je suis tellement ravie d'être avec toi aujourd'hui, de profiter de ton passage en Belgique pour faire cette interview ensemble. Donc ton nouveau bouquin est sorti il y a pas très longtemps sur justement les défis du 4e trimestre. J'avais justement envie qu'on parle ensemble de ce bagage qu'on se prend au corps et qu'on prend encore avec nous et qu'on observe encore les mères vivre des réalités qui sont liées à ça. D'où est-ce que ça vient dans les prémices, vraiment dans les premières civilisations? Comment est-ce que ça se percevait et comment étaient accueillis finalement les bébés? Mais nos bagages sont multiples, hein. Nos mémoires sont à la fois génétiques et culturelles. Et si on regarde l'histoire des humains sur la planète, il paraît que nous avons 300 000 ans d'habitation, à commencer par l'Afrique centrale, puis semble-t-il, nous sommes arrivés en Europe en traversant les grandes glaciations. Disons que notre première forme d'organisation sociale était la tribu, et que dans une tribu, 45, 50, 60, 70 personnes, je veux dire, à chaque bébé est précieux. Le taux reproductif des femmes est lent, ça on en a des preuves, est lent, et il y a une implication parentale très importante et puis communautaire, parce que nous sommes une espèce à maternage communautaire. Hein. Sarah Blafferdy, qui est anthropologue et qui a publié Les instincts maternels et comment nous sommes devenus humains, explique bien la notion de allo-parent. Donc une femme n'est pas seule responsable, donc pas seule coupable de tout ce qui arrive à son bébé, tu vois. Hein, donc disons qu'une femme qui devient mère dans un système tribal, d'abord si elle est arrivée à l'âge adulte, c'est qu'elle a été elle-même portée et allaitée, parce que c'est la base des soins au bébé. Puis elle a vu des bébés être portés et allaités, transmission passive. Puis elle a vu, au fur et à mesure qu'elle grandit, elle se fait parfois confier des bébés, voire des très petits, donc transmission active. Donc quand elle arrive à la naissance, elle sait quoi faire, quoi. Hein. Ouais. Alors ce qui fait dire de l'extérieur, elle a l'instinct maternel, attends, non, elle a vu faire. Elle a vu faire aussi, et donc il y a, dans le savoir-faire maternel, il y a une mémoire cellulaire, il y a de l'information, mais il y a aussi et surtout la transmission passive et active. Elle s'est imprégnée finalement de ceux auxquels elle a été confrontée, entre guillemets, mais en tout cas tout ce qu'elle a pu voir, observer, vivre finalement aussi en prenant soin des plus petits, si jamais on lui en avait confié, etc. Ouais, ouais. Et c'est vrai que on parle du soin communautaire, du fait finalement que les femmes n'avaient pas la seule charge des bébés, mais surtout en fait qu'on soutenait les femmes et les bébés. Oui. Et moi je dis souvent aussi aux parents que
cette réalité qu'on a de nos jours justement d'élever des bébés seuls, enfin dans le sens où c'est vraiment des familles très nucléaires, le papa, la maman, ou, enfin voilà, juste le couple et leur bébé, ils sont très seuls et en fait ils sont démunis et pourtant ils ont encore des réflexes qui vient justement de notre vie encore dans les cavernes, avec le fait qu'on ne supporte pas nos bébés pleurer, mais en fait parce que c'est un système d'alerte, que nos bébés n'étaient pas censés pleurer en fait. Pas autant que ça, non. Non, parce que sinon ça appelait les prédateurs. Oui, c'est ça. Et puis ces bébés en fait qui supportent pas d'être posés, mais parce que s'ils étaient posés, pareil, ils pouvaient mourir en fait. C'est très dangereux de poser. Oui, tout à fait. Nous sommes une espèce portée, donc ça veut dire, comme les primates, nous sommes des primates humains, mais tous les primates, les bébés vont émettre des signes de détresse évidents dès qu'ils vont se sentir tout seuls. Donc ce n'est pas du tout dans leur conditionnement génétique être déposé quelque part. Je parle de tout petits ici, parce que plus tard, bon bien sûr, ça évolue. Mais les nouveau-nés, là, les tout petits, oui, tout à fait. C'est ça. Alors que quand tu vois des bébés écureuils qui sont laissés tout seuls parce que la mère est allée chercher ses noisettes, ils vont se regrouper les uns contre les autres pour garder leur chaleur et ils se taisent. Il faut pas attirer les prédateurs quand l'adulte n'est pas là. Et donc c'est la grande différence entre les espèces nidifiées et les espèces portées. Donc on a ça c'est vraiment les 300 000 ans des humains. Notre physiologie s'est construite d'abord en héritant de ce qui fonctionnait déjà bien chez les primates, les hominidés, puis les différentes espèces humaines. Donc on réinvente pas la roue à chaque nouvelle espèce, bien entendu, on récupère ce qui va bien. D'ailleurs, nos bébés ont des comportements de bébés mammifères, c'est le plus beau des mammifères, comme dirait Michel Audin. Et ce sont des stratégies gagnantes, c'est-à-dire se regrouper, coller maman, c'est une stratégie gagnante en termes d'adaptation néonatale. Donc c'est vraiment programmé. Alors autre chose, c'est que il y a 5 à 10 000 ans, dans certaines parties du globe, des petits groupes sont commencés à devenir semi-nomades et puis nomades. D'accord, donc semi-nomades pendant les glaciations parce qu'on peut pas trop bouger en hiver, et puis petit à petit ils se sont mis du coup à utiliser des graines, à replacer des graines. Donc tu vois, c'est l'agriculture a commencé tout doucement. Donc là on devenait sédentaire du coup. C'était devenu sédentaire, c'est ça. Alors en devenant sédentaire et en ayant des maisons en plus dur, donc à l'abri des prédateurs, une partie de l'humanité a commencé à déposer ses bébés. Si on dépose les bébés, on les observe moins et les bébés pleurent plus. Ils sont moins allaités. Donc on commence à avoir des bébés qui sont plus en détresse, donc qui développent moins bien leur cerveau social, d'accord? Alors je dis pas que c'est linéaire, tout ce que je raconte là, il y a des hauts et des bas selon les endroits et tout ça. Mais ces petites sociétés agricoles commencent à prendre beaucoup d'espace parce qu'à partir du moment où l'allaitement diminue, la fertilité augmente. À partir du moment où on mange des grains, l'alimentation change aussi la forme, je veux dire, et on bouge moins qu'une femme nomade qui doit aller chercher sa nourriture tous les jours, participer aux chasses, participer au dépeçage du gibier. Physiquement, c'est très très intense. C'est quand les squelettes de femmes qu'on retrouve qui datent de la préhistoire, donc d'avant l'écriture et même d'avant les débuts de la sédentarisation, ont des traces d'insertion musculaire sur leurs os, mais qui sont comparables à nos athlètes actuels. Tandis que là, ça va commencer à changer. D'ailleurs, on va voir des traces d'arthrite et tout ça chez les premières sédentaires, parce que l'alimentation est moins adaptée et on n'est pas fait pour manger, la base de l'alimentation devient des céréales et ça, c'est pas du tout ce dont nous avons besoin. Donc avec plus de problèmes dentaires, des caries, et c'est donc plus de souffrance à ce niveau-là. Mais bref, aussi plus de graisse sous-cutanée dit aussi plus de synthèse d'œstrogène. Donc moins d'allaitement, plus de synthèse d'œstrogène, fertilité très augmentée, mais également des enfants qui sont pas allaités complètement, qui ont une immunité plus fragile. Et alors là-dessus, tu rajoutes la domestication des animaux, les énormes problèmes de gestion des déchets animaux. Tu peux déjà t'imaginer ce que ça peut être pour des humains qui sont semi-nomades pendant la période hivernale, les déchets humains, c'est déjà quelque chose, mais tu rajoutes quelques chevaux, quelques vaches, ou c'était plutôt des chèvres et des brebis, les premiers à être domestiqués, et ça commence à faire beaucoup de problèmes d'hygiène, et on va voir alors la mortalité infantile augmente. Donc, il y a quelque chose qui va changer par rapport aux normes de l'espèce. Au lieu d'avoir un enfant tous les 3 à 5 ans, qu'elle allait de 3 à 6 ans, 3 à 5 ans, d'ailleurs au Québec, on dit allaitement non écourté maintenant. Quand on dépasse 6 mois, on ne dit plus allaitement long. Eh bien, on va avoir des mères qui vont être enceintes coup sur coup, avec un épuisement physique et un épuisement nerveux, parce qu'avoir des enfants en bas âge qui naissent tous les 18 mois, c'est extrêmement éprouvant. Oui, c'est ça. C'est ça. Et alors, la violence intrafamiliale augmente.
Les enfants qui sont frustrés parce qu'ils n'ont pas leur attention complète dont ils auraient besoin durant les 3 premières années de leur vie. On a plus d'attachement insécure, plus de cris, plus de hurlements, plus de bébés qui pleurent. Et on va commencer à théoriser sur le bébé manipulateur, pleureur, à qui il faut donner des bonnes habitudes. Et on commence alors à voir, y compris dans les écritures des religions qui naissent à ce moment-là, des justifications des violences familiales, des violences éducatives ordinaires. Ouais. Donc frapper, donner le fouet, crier, va être justifié dans ces textes dits sacrés, quoi. Donc on a le droit, je trouve, de pouvoir contextualiser certains textes pour oser en prendre un peu de distance recul, actuellement, ouais, parce que ce sont des textes très mélangés avec des très grandes intuitions spirituelles, mais également des choses qui reflètent la mentalité de l'époque par rapport aux femmes, aux enfants, par exemple, aux esclaves, parce que l'esclavage existait aussi. Hein, c'est des personnes. Donc, dans ces grandes sociétés-là, où on dépose les bébés, où il y a une forme de maltraitance, entre guillemets, qui s'installe parce que... qui est systémique, finalement. Et qui devient systémique, et c'est ça, et qui devient admise partout, avec une mortalité infantile qui augmente, donc on peut vraiment comprendre que la motivation maternelle diminue. De nouveau, avec des hauts et des bas, selon les individus, mais il y a plein de choses qui sont justifiées. C'est encore maintenant des gens qui disent mais moi j'ai eu des fessées, j'en suis pas mort et ça a fait de moi un homme ou une femme. Enfin bon, oui. tu sais, comme ce sont les figures d'attachement premières qui donnent ces maltraitances, ces violences éducatives ordinaires, comme l'enfant a besoin absolu d'attachement, il ne va pas remettre en question ses parents, c'est pas possible quand on est enfant. La seule chose qu'il peut faire mentalement, c'est dire c'est moi qui suis pas bon. C'est pas mes parents qui sont mauvais, c'est moi qui suis mauvais. Donc je veux dire le développement du cerveau social commence à avoir des couacs, quoi. Tu sais, les violences intrafamiliales précèdent les violences sociales. Et les violences sociales entretiennent les violences familiales. D'autant plus qu'on va voir de ces petites sociétés agricoles vont progressivement devenir des grandes civilisations, hein, avec des empires qui naissent puis qui s'effondrent. Et c'est comme ça qu'on va voir, bon, ceux que moi j'ai étudiés à l'école, c'était l'empire grec, enfin les différentes grandes cités grecques, hein, et puis Rome, évidemment, dont nous sommes les héritiers directs, vu que nous sommes des francophones européens. Hein, nous sommes très romains, finalement, beaucoup plus qu'on pense. Hein. Alors là aussi, ce sont des sociétés qui vont devenir... ces grands empires sont des sociétés qui fonctionnent sur l'esclavage les uns par les autres. Tu as des sociétés très pyramidales, avec plein d'intermédiaires, et la plus grande peur des intermédiaires, c'est de perdre leurs privilèges. Oui. Hein, et comme on a besoin, comme ce sont des sociétés violentes, on a besoin des armées. Les armées internes qui s'appellent la police, hein, pour maintenir l'ordre, parce qu'il y a un potentiel de violence énorme, hein, parce qu'on ne maintient pas l'esclavage sans énergie, hein, parce que c'est pas normal à l'espèce humaine. On ne maintient pas la soumission des femmes, c'est pas un état naturel des femmes. D'ailleurs, ils se sont toujours arrangés pour profiter des moindres failles partout. Hein. C'est bien la preuve que c'est pas la soumission et la domination des femmes n'est pas intrinsèque à notre espèce, puisque ça demande une énergie sociale énorme. De le maintenir, finalement. Oui, écoute, la lapidation de la femme adultère, enfin, moi j'étais à l'école catholique, j'en ai entendu parler, quoi. Hein, tu vois, c'est incroyable. D'ailleurs, s'opposer à ça, c'était dangereux pour la santé. Hein. Celui qui a dit que celui qui n'a jamais péché lui jette la première pierre, ça lui a coûté cher. Oui, c'est ça. En termes d'espérance de vie, en tout cas dans le récit officiel. Voilà. Hein, donc on ne s'opposait pas à ça. Hein. Les révoltes des esclaves, elles étaient matées avec une violence inimaginable, ce qui est pour moi la preuve aussi. Donc je veux dire, il y a ces systèmes de maintien de l'ordre à l'interne de la police, et alors les systèmes de maintien de l'ordre à l'extérieur, pour s'étendre, et ça, ce sont les armées. Et là, il va se passer quelque chose de très bizarre, enfin, par rapport aux normes sociales de l'espèce, c'est que les hommes vont être mutilés de leur humanité complète pour en faire seulement des guerriers, et les femmes vont être mutilées de leur sexualité pour en faire seulement des reproductrices. Bon, elles ont le droit d'être un peu sexy dans le temps qu'elles sont jeunes, là, mais à part ça, donc ça veut dire que dans tous ces grands empires, il y a des femmes reproductrices légitimes d'un côté, et puis il y a des bordels de l'autre. Hein, donc on va commencer à surveiller, bien sûr avec une idéalisation de la reproductrice et la mise au banc de celles qui vendent leur corps autrement. Bon bref, mais ce n'est pas, pour moi ce n'est pas naturel à l'espèce humaine, c'est parce que c'est pas comme ça qu'on a évolué. Quand je te parle des grands empires, des grandes civilisations, c'est les 5 derniers % de notre existence sur la planète. Bon, maintenant, il y a peut-être eu d'autres empires dont on n'a plus les traces. Hein. Ça, c'est possible, parce qu'il y a quand même des artefacts sur notre planète qui sont inexplicables avec l'histoire officielle. Mais bon, en attendant, nous héritons de ce 5%-là, et il faut le savoir. Hein.
Donc, cette limitation, cette réduction des femmes à leur capacité reproductive, en tout cas dans les sociétés officielles, donc les femmes légitimes, reconnues, etc., qui ont une place, c'est ça. Quand être fimère, ça voulait dire être au banc de la société. On était rejeté par la famille. Et de nouveau, avec des hauts et des bas, selon les périodes, parce que partout où un empire s'effondre, les femmes retrouvent un peu de liberté. Ce qui était un peu le cas, par exemple, au Moyen-Âge. Il y a quand même des femmes qui ont fondé des abbayes. Oui. Et le christianisme offrait un choix aux femmes qui nous semble un peu dérisoire actuellement. Tu pouvais soit obéir au père de famille et épouser celui qu'on te désignait, soit tu pouvais rentrer au couvent. Mais pour l'époque, c'était une liberté extraordinaire. Si, il faut contextualiser, oui, tu vois, c'est bon. Alors, pour revenir au bébé, pourquoi je vous parle de tout ça dans les bébés, c'est que quand un empire, l'empire le plus récent, c'est l'empire capitaliste, avec l'industrialisation progressive. Et on va voir que ça s'installe avec la Renaissance, petit à petit, et là, on voit de nouveau, avec des hauts et des bas, mais la condition féminine et maternelle recommencer à dégringoler, avec un maximum 17e, 18e, 19e siècle, avec comme conséquent non seulement la maltraitance des enfants dans les familles, pas partout bien sûr, mais communément admise, et l'abandon d'enfants. Alors cet abandon d'enfants, c'est dans la paysannerie, c'était on l'abandonnait dans les bois. Le petit pousset, c'est pas de la blague, ça existait vraiment. Et dans les villes, ça va être abandonné au parvis des églises. Ce qui a donné l'idée à certains religieux, là, laissez venir à moi les petits-enfants, comme disait l'autre, d'organiser ces abandons d'enfants et leur donner une chance de survivre et au minimum de les baptiser. Pas qu'ils se fassent bouffer par les rats pendant la nuit ou se faire congeler, parce que les hivers étaient plus rudes que maintenant. Et donc, on va voir arriver ces hospices d'enfants trouvés, où on va essayer de faire survivre des enfants sans mère et sans lait maternel, ce qui est une vraie gageure. Le taux de mortalité est de 70 à 90%. Avant un an, c'est énorme. Et là, il va se passer quelque chose d'extraordinaire, c'est au tournant du XXe siècle, avec la découverte des micro-organismes, et le lien qu'on fait entre les micro-organismes et les maladies. On va commencer à stériliser les biberons avec des goulots larges pour qu'on puisse les nettoyer. L'importation du caoutchouc permet de faire des tétines, au départ qui ressemblaient à des trayons de vache, parce que les premières tétines en caoutchouc étaient destinées aux veaux, figure-toi. D'accord. Et puis comme ça faisait vomir les enfants parce qu'on allait trop loin, on a fait la tétine à cran d'arrêt, tu vois. Voilà. Et donc on a pu stériliser ces tétines-là, stériliser les biberons. On a pu faire l'ébullition de l'eau et la pasteurisation du lait. Et alors aussi, on s'est mis à laver les bébés à fond, une fois par jour, tous les jours, avec des précautions énormes, à laver les locaux, à changer les draps. Donc, je veux dire, l'hygiène hospitalière a fait son apparition. Et là, la mortalité infantile est descendue à 25% et a continué à descendre depuis lors. Grande victoire de la médecine. Avant nous, les bébés mouraient comme des mouches. Oui, mais parce que c'était de la surpopulation, parce qu'il n'y avait pas de stérilisation, parce que les conditions de vie étaient telles qu'en fait... c'est ça, voilà, exactement. Il faut voir de quel bébé on parle et dans quel contexte. Parce que si les taux de mortalité avaient été aussi énormes à l'époque préhistorique, où les femmes avaient un bébé aux 3 à 6 ans, on ne serait pas là. Non, avec 4 à 5 enfants par femme maximum, parce qu'on peut deviner à l'étude du bassin combien de fois elles ont accouché. Elles n'avaient pas tant d'enfants que ça, 12, 13, 14 enfants, c'était pas à l'époque de Cro-Magnon, enfin de Lady Sapiens, non. C'est ça, exactement. Et donc, c'est quand même ça. Comment je vais dire, notre espèce aurait disparu si on avait eu un tel taux de mortalité. Je crois aussi que si on avait maltraité les femmes préhistoriques comme on a maltraité les femmes dans les grands empires, plus tard, où elles étaient soumises à l'ordre social et donc au mari, auquel on déléguait l'ordre social pour soumettre sa femme, même s'il y a eu des couples qui se sont quand même bien tirés dans tout ça, parce qu'au niveau individuel, évidemment, il y a toujours une certaine créativité possible. Je ne vais pas faire un tableau trop noir non plus. Mais notre espèce aurait disparu aussi. Parce qu'une femme stressée ne peut pas être paisible et ancrée pour accueillir son bébé et installer un attachement sécure avec lui. C'est pas possible. Or, pour vivre en tribu, il faut avoir un cerveau social développé. Et les premières étapes de la construction du cerveau social, c'est le soin maternel. Et puis c'est les soins communautaires, puis c'est l'intégration dans la société. C'est pour ça qu'on fabriquait des petits soldats en séparant les bébés, puis en séparant les petits garçons très rapidement en fait de leur famille. C'est ça, voilà. Oui. Et aussi en empêchant les hormones d'attachement, ce qui faisait que les femmes avaient moins de prolactine, donc la prolactine rend agressif et protectrice. Et donc, je me souviens mes premières années en maternité, quand je disais aux femmes, je faisais mon tour la nuit, et je disais, madame, on vous prend votre bébé pour vous reposer la nuit.
si elle avait été avec beaucoup de prolactine, elle m'aurait arraché la tête. Hein. Ouais. Hein, tu sais, c'est une Genre, réaction non, normale. mon bébé reste près de moi. Essaye de dire à une maman gorille, je vous prends votre bébé, que vous recossez, tu sors pas vivant. Hein. Ça, c'était. Ouais, d'ailleurs, je vois que les femmes qui accouchent dans leur pleine puissance avec la prolactine dans le plafond, tu leur prends pas leur bébé. Hein. Non, clairement. Non, clairement, elles sont des tigresses, quoi. Mais là, c'était sociétalement induit. Enfin, en fait, Oui. c'était normal de couper le cordon rapidement, oui, de séparer la mère et le bébé, Exactement. et justement de ne pas les laisser baigner dans cette hormone d'amour et d'attachement. Mm-hmm. Donc, c'était pas au bénéfice ni de la mère ni du bébé, mais de la société pour pouvoir avoir de la chair à canon quand il y en avait, mais même avant. C'est ça, même avant. Oui, c'est ça, voilà, parce qu'ils étaient enrôlés très jeunes. Hein. À Sparte, c'est à 7 ans. Hein. Les garçons étaient séparés de leur mère et arrivés dans des camps d'entraînement, mais qui étaient d'un niveau incroyable. Et puis, on en faisait des brutes parce que pour devenir citoyen, ils devaient tuer un esclave pendant la nuit. Donc ça, c'était le test de passage, le rituel de passage. Donc, tu imagines hein, le lavage de cerveau qu'ils subissaient, quoi. Hein, et alors, il fallait aussi des mères qui acceptent qu'on leur prenne leurs enfants ou que leurs filles vivent les horreurs qu'elles avaient vécues. Tu vois, ah bah oui, c'est comme ça ma fille, c'est comme ça la condition féminine. Et donc, défendez pas. Et c'est très difficile de défendre son bébé contre la société dont on fait partie. Hein. On le voit encore aujourd'hui. Oui, c'est pas évident du tout. Voilà, hein, les mamans qui font l'instruction à domicile. Enfin, en tout cas, au Québec, elles en bavent hein, avec tous les contrôles qu'ils ont. Enfin, bref. Je reviens ici à nos bébés. Donc, on a. Je reviens aussi aux grands orphelinats qui vivent une mutation extraordinaire avec l'arrivée des précautions et de l'hygiène hospitalière, les bébés qui vont survivre. Et donc, notre périculture occidentale va se théoriser et nos bébés, dans ces orphelinats-là, et nos bébés vont être théorisés également avec un biais de panel incroyablement incroyable, qui sont des bébés sans mère et sans lait maternel. Donc, c'est à le nourrir à l'heure fixe. Ouais. Soins d'hygiène aussi. Que quoi? Les quantités bien définies. Des quantités, oui, c'est un casse-tête hein, de nourrir un bébé parce qu'il faut lui donner assez pour qu'il ne manque de rien, mais pas trop pour éviter la suralimentation. Or, la suralimentation est rapidement faite au biberon, hein, puisque la force de succion d'un bébé mammifère, il est fait pour téter à la mamelle ou au sein, pas pour vider un contenant. Tu vois, et comme elles sont pressées parce qu'il y a trop de bébés, ben on ouvre les tétines à fond et en avant, quoi, ça valse, quoi. Donc, faut pas que les bébés soient malades, mais ils étaient quand même malades. Mais enfin, là, au moins, on leur donne un lait qui est pas mortel à tous les coups, disons. Hein, parce que ça commence à aller mieux, donc mais en attendant, on est dans une logique de survie du bébé. De survie propre et aseptisée, mais pas de développement encore. La notion de développement de l'enfant va arriver beaucoup plus tard au XXe siècle. Hein, quand on va redécouvrir le bébé humain dans les années 80, suite à des grands auteurs comme Brazelton, comme Françoise Dolto, comme Bernard Martineau, le bébé est une personne. Oui, ça a quand même pas mal secoué le cocotier, hein, ces gens-là. Donc c'est très bien, c'était des précurseurs et on continue à avancer dans ce sens-là avec la théorie de l'attachement, avec les soins du développement, avec les neurosciences. On a quand même une bonne base scientifique maintenant pour redécouvrir. C'est pas juste de la poésie pour faire joli, quoi. C'est vraiment, c'est les conditions du développement du bébé humain. On les connaît de mieux en mieux. Bon, on n'en est pas encore là ici. Ça veut dire qu'il y a plusieurs générations qui vont être baignées dans cette théorisation faite dans les orphelinats. Allaitement à heure fixe, bon, biberon ou allaitement à heure fixe, bébé doit dormir dans sa chambre, soins d'hygiène, récurage recto verso tous les jours, comme moi j'ai appris à l'école, hein, c'était vraiment ça, et donc des trucs extrêmement réglementaires. Mais ça va quand même avoir un impact intéressant sur 2 points dans les familles. C'est que dans les familles bourgeoises, enfin, c'est pas qu'on abandonnait le bébé, mais on le mettait en nourrice à l'extérieur et il revenait à 4-5 ans quand il avait été élevé, quand il était régulier. Et alors, de là, il restait un peu dans sa famille, puis après, il était placé en pension pour l'instruction. Ça, dans les familles, la petite bourgeoisie, la grande bourgeoisie, c'était comme ça. D'autant plus que la bourgeoisie cherche à imiter la noblesse, qui, elle, confie à des nourrices mercenaires depuis très longtemps. Simplement que dans la noblesse, la nourrice se plaçait sur lieu. Dans la grande bourgeoisie aussi, dans la petite bourgeoisie, les petits artisans, les enfants sont mis en nourrice à l'extérieur. Et donc, il va y avoir tout un commerce de nourrices comme ça, sans oublier que bon, les nourrices rurales accueillaient un bébé en plus du leur, tandis que les nourrices sur lieu, celles qui se placent dans les familles nobles ou grandes bourgeoisies, doivent abandonner leur enfant à l'assistance publique. Ben oui, il faut bien qu'elles aient une montée de lait et puis se placer au bureau des nourrices, quoi. Donc, on a là des tours de passe-passe. Alors, tout le monde voit les nourrices, ah, c'est généreux, les nourrices et tout, mais on oublie que derrière chaque nourrice, il y a un drame humain, hein. Ouais. Il y a un bébé abandonné. Oui, 2 bébés abandonnés parfois. Celui de la nourrice et celui de la mère. Ouais. Hein, et on a une nourrice en deuil qui allait le bébé.
Et puis, parfois, il y a un attachement entre les deux, mais après, la nourrice, elle On s'en la va. sépare, ouais. Puis après, l'enfant s'attache aux servantes parce qu'il voit Madame Mère le dimanche à la messe, mais il s'attache aux servantes, puis les servantes, elles sont renvoyées. Surtout si le fils de la maison l'a mis enceinte. Là, c'est une fille mère, donc on la met dehors. Pas le fils, hein, la servante seulement. Hein, le droit de cuissage, bon, bref. Hein, tu vois, la condition des femmes, ça prend du temps à réémerger. Hein. Alors, donc, je veux dire, cette périculture d'orphelinat va avoir deux impacts positifs quand même dans les familles. C'est qu'on va se mettre à laver les bébés, ce qui n'était pas le cas avant, y compris dans les zones rurales, parce qu'avant les bébés étaient laissés dans leurs déchets puisque ça évitait les puces et les poux. Alors là maintenant on va commencer à le laver, donc ça va vraiment faire, des quantités d'infirmières et de nurses vont commencer à apprendre au moment à laver leur bébé, bon de manière très rigide, très protocolaire, mais c'est mieux que ce qu'on faisait avant. Et l'autre chose aussi, c'est que plutôt que de mettre les bébés en nourrice, on va engager une nurse pour lui donner le biberon. Et en fait, paradoxalement, le biberon va améliorer la condition des bébés, notamment dans la petite et la grande bourgeoisie. Parce qu'ils vont plus être séparés. Ils vont plus être séparés. Et là, on va avoir des gens instruits qui vont commencer à observer les bébés et s'y attacher, parce qu'il n'y a pas cet éloignement des bébés pendant 3-4 ans, mis à la campagne, puis il revient pour être mis en pension. Là, tu vois, il va y avoir là quelque chose qui se passe. Alors nous, ça nous semble horrible, mais tu sais, quand il a gelé à -20 chez nous, à -5, c'est printanier. Hein. Tu vois, donc on se rapproche quand même du point zéro. Voilà. Hein, donc ça va quand même améliorer. Et ça, on est au début du XXe siècle. Tu vois, il y a quelque chose qui se passe là. Quelque chose d'intéressant qui se passe, mais il faudra encore attendre 50 ans, l'après-guerre, pour qu'on remette certaines choses en question. Hein, parce que quand j'entendais ma grand-mère, née en 1906, parler du maternage, enfin, c'était du dressage précoce. Hein, il est propre, il a bien mangé, il n'a donc besoin de rien. Donc, je ne vais pas répondre à ses pleurs. Non, c'est ça. Le soir, tu claques la porte pour qu'ils comprennent que la nuit, hein, il n'y a pas de service, hein, et tu y retournes le lendemain. Mais bon, ce qui m'étonne toujours, c'est qu'elle a quand même réussi à allaiter. Ça, je ne sais pas comment elle a fait. Hein. Mais c'est pas le troisième, parce que le troisième, elle a accouché à l'hôpital, puisque les accouchements à l'hôpital se sont faits pendant la guerre et dans l'après-guerre. Il y a eu une forte pression sur les femmes pour qu'elles n'accouchent plus à la maison, parce que les deux premiers sont nés à la maison. Hein. Ah, voilà. Oui. Ouais. C'était peut-être ça la différence. Oui, c'était ça la différence, oui, parce que même le deuxième, elle a accouché elle allaitait pendant les bombardements de Nivelles. C'était pas rien. Hein. Ouais. Tout était démoli à Nivelles. Hein. Donc, c'était quand même pas rien. Mais elle n'était pas spécialement très émotive à son âme, ça peut-être expliqué. Mais le troisième, elle a accouché, elle dit, tu sais, moi je faisais n'importe quoi à la maison. En fait, elle allaitait à la demande. Hein, mais à l'hôpital, les sœurs m'ont bien expliqué comment faire toutes les 3 heures et tout. Voilà. Et là, 3 semaines, elle avait plus de lait. Ah oui, mais c'est à cause de la malnutrition pendant la guerre. Donc, en fait, là, les allaitements ont commencé à être sabrés. Parce qu'on a appliqué à toutes les mères qui commençaient à accoucher à l'hôpital dans l'après-guerre, le protocole biberon, c'est ça. Hein, et c'est ça aussi, exactement. Et c'est ça aussi que, historiquement, dans nos professions de sage-femme, d'infirmière, nos professions ont connu d'abord les bébés abandonnés et le biberon avant de redécouvrir l'allaitement, auquel on a appliqué toutes les règles du biberon. Tu vois, et c'est ça que moi j'ai appris à l'école, allaiter aux 4 heures pour un bébé à terme et aux 3 heures pour un bébé pré-terme. Tu vois, et récurage recto-verso tous les matins, et confier le bébé pendant la nuit. Comme ça, il commence à apprendre à faire ses nuits. Tu vois, donc toute cette rigidité-là. Hein. Et aussi que ça a amené un biais d'observation, puisque quand on observe des bébés qui sont chroniquement en détresse, ben quand ils se réveillent, ils hurlent tout de suite. Ouais, il y a pas de début de je m'éveille tranquillement, oui, je montre, etc. Oui. C'est le bouton on-off directement. On-off directement. Hein, et quand c'était l'heure, on leur donne un biberon. Or, il y a 2 choses qui peuvent aider un bébé en détresse absolue, c'est la succion et c'est la déglutition rapide. Donc la succion de quelque chose, donc ils ont tous une tétine. Donc là aussi, tu vois, la tétine, c'est généralisé. Ouais. C'est l'apologie de cet objet de périculture par excellence. Oui, c'est ça, voilà. C'est-à-dire de faire part de naissance, on voit une tétine, un biberon et un nounours, quoi. Donc tout est substitut maternel. C'est vrai. Voilà. Hein, et donc tu as cette tétine qui intervient et l'invention du besoin de succion, puisque on ne donne à manger que quand c'est l'heure. Donc entre deux, il faut inventer le besoin de succion. Hein, maintenant, c'est vrai qu'il y a des bébés qui ont des besoins de succion anormalement élevés à cause de tension, etc. Mais ça, c'est un autre débat. Alors, donc il y a l'invention de la tétine, hein, enfin, qui semble exister déjà depuis longtemps dans toutes les sociétés sédentaires et notamment dans les grandes sociétés guerrières. Hein, ils ont des petits machins en bouche qu'on leur donne. Hein, et alors, l'autre chose aussi, c'est que quand on donne un biberon au bébé, la déglutition très rapide l'assomme.
Donc la suralimentation et la déglutition très rapide assomment les bébés. Donc ça a amené l'idée que quand un bébé se réveille, c'est la faim qui le réveille. Ben oui, la preuve, c'est que tu lui donnes un biberon, il le bouffe à toute allure, enfin il le fout à toute allure. C'est qu'il était après ça, affamé. c'est ça, c'est qu'il était affamé. Après ça, il est bourré comme un petit loup. Voilà, c'est ça. Et puis il s'endort. Et comme le bébé mémorise tout ce qui se répète, en associant des contextes, ben, il apprend que pour ne pas être tout seul dans ce berceau qui est complètement contraire à ses attentes de petit primate porté, eh ben, il faut hurler. Hein. Donc, et là, les adultes le prennent au minimum dans les bras et lui mettent quelque chose dans la bouche. Et alors là, il retient, il mémorise aussi que s'il avale très vite, il peut s'extraire de ce qui se passe. Hein. En plus, l'emmaillotement serré, qui est commun à toutes les civilisations guerrières, l'emmaillotement serré, les bras le long du corps, accélère les comportements de résignation acquise. Ah oui. Donc on fait des bébés bien gros qui bougent pas. Tu vois? Mais avec des carences affectives, avec des problèmes d'attachement, donc je veux dire construction du cerveau social et potentiel d'hypervigilance et de réactivité très forte et d'agressivité augmentée. Donc tu comprends pourquoi les sociétés guerrières s'auto-entretiennent en maltraitant les bébés. Tu vois, c'est incroyable quand tu vois ces doubles verrous qui sont mis partout. Je me dis que si on veut un jour que l'humanité aille mieux, il faudra entre autres penser à accueillir nos bébés autrement. On est sur la bonne voie, mais il y a encore beaucoup de résistance, parce que ces pratiques de ne pas s'occuper du bébé dans les orphelinats, n'oublie pas, ont derrière eux des millénaires de bébés déposés. Enfin, en tout cas, dans la civilisation occidentale. Mais il semble qu'en Asie, c'était pas mal non plus. Hein. Ah oui? Oui. Oui. Je connais moins ces civilisations-là. Moi, je connais bien l'occidental, évidemment. Hein, mais il semble que partout, des sociétés très hiérarchisées, très guerrières, expansionnistes, basées sur l'esclavage, des uns par les autres. Hein. Je dis tous les niveaux d'esclavage, hein, parce qu'on peut être esclave en étant patricienne. Hein. À Rome, les femmes étaient des femmes patriciennes. Mais enfin, bon, elles arrivent, comme toujours, elles arrivent à prendre des petites choses. Tout est tangente, oui, tout est bon à prendre, parce que c'est ça aussi qui me prouve que c'est pas naturel à la femme d'être dans l'état de soumission, c'est que partout où il y a moyen de tricher, elle triche, hein. Ça c'est très bien. D'où la réputation qu'ont les femmes d'être tordues, d'être tricheuses, d'être hystériques, parce qu'elles vont utiliser tous les moyens possibles pour arriver à leur fin, mais qui sont forcément des moyens tordus, puisque officiellement elles peuvent pas y aller. C'est ça. C'est un moyen en fait de fonctionner dans le système qui est contre elles à la base. C'est ça. Dans un système d'oppression, on trouve des moyens un peu croches, un peu tordus pour parvenir à ses fins. Il y en a qui se sont très bien débrouillés, hein, d'accord. C'est simplement que une fois qu'on est dans une culture qui nous offre un maximum de chances comme les nôtres maintenant, on peut peut-être renoncer à certains moyens. Mais bon, gardons-les en réserve, on ne sait jamais ce que l'avenir nous réserve. Non, on sait que c'est quand même une des premières choses qui est touchée dans les moments de conflit, etc. C'est quand même le droit des femmes. Hein. Les femmes et les enfants, c'est les premiers qui sont touchés. Oui, les premiers qui sont touchés dans les guerres, c'est horrible, parce que là, on revient dans la force brutale. Il n'y a rien à faire, les hommes sont plus musclés que nous. Mais à la base, cette force des hommes était là pour protéger sa tribu, hein. Tu sais, c'est un homme est plus fort, est plus combatif, est plus, mais la combativité des hommes était là comme protecteur de la vie. Alors que quand tu les concentres dans les armées, ils sont là pour servir les intérêts d'une élite. Mais ce qui est assez curieux, si tu entends les grands discours de la guerre 14-18, 40-45, on leur disait, vous allez défendre vos femmes et vos enfants. Oui, c'est ça. Hein, sinon, ils viendront jusque dans nos maisons à servir vos femmes et vos enfants. Enfin, c'est quoi encore dans la Marseillaise, là Oui. Qu'un sang impur abreuve nos sillons. Ah oui, abreuve nos camps. Qui viennent jusque dans nos bras. Enfin, un truc comme ça, je me souviens plus des paroles parce que c'est... Enfin bon, les hymnes nationaux sont... Bon, bref. On va pas mais c'est vrai. Comme les liberté, égalité, fraternité. Ouais, c'est ça. Oui, mais l'intention est bonne, hein. Oui, c'est chouette quand même. C'était une bonne idée, ça, à la base. Mais bref. Donc, j'en suis où, là, avec les Donc, on disait justement que nos habitudes sont liées aux soins qu'on avait pour les bébés à la base à l'orphelinat et puis qu'on l'a transposé finalement sur le soin au nouveau-né. Oui, c'est ça, voilà. Et que ça n'a pas aidé. Non, c'est ça, voilà. Nos représentations du nouveau-né se sont construites et puis théorisées médicalement, donc avec une autorité médicale, hein, besoin de succion, biberon à heure fixe, quantité fixe, pas trop le materner, le déposer dans un berceau, lui donner des bonnes habitudes, en fait, du dressage précoce. Ce sont tous des façons de faire avec un bébé pour accélérer la résignation acquise et pour qu'il pleure le moins possible et qu'il reste tranquille.
D'autant plus que les femmes avaient des enfants assez rapprochés. Rapprochés. Donc finalement, ça les arrangeait bien, cette façon de faire, et ça se transmettait de mère en fille, et puis également par les professionnels de la santé, puis théorisé par des autorités médicales. C'est gros, là. Comme rouleau compresseur culturel, c'est énorme. C'est très lourd et c'est quelque chose qu'on transporte encore avec nous. Hein. Qu'on transporte avec nous, parce que dans une famille, quand tu es l'enfant d'une famille, ben, ça t'est transmis par tes premières figures d'attachement. Et c'est très difficile de mettre en question ces figures d'attachement. Ben là, je pense que justement les parents d'aujourd'hui sont ceux qui remettent en question justement le système un petit peu de ce que leurs parents ont pu faire avec leur niveau de conscience et d'information de l'époque. Hein. C'est ça, voilà. C'est ce que je dis souvent en fait. Hein, ça sert à rien de dire ils ont mal fait, etc. En fait, ils ont fait ce qui était considéré comme le mieux à leur époque. Bon, alors comme je suis dans la génération des grands-mères, je peux te dire qu'on a commencé avant la génération d'aujourd'hui. Oui, mais vous étiez pas très nombreuses. On n'était pas très nombreuses, ça c'est vrai. Vous étiez pas très nombreuses, alors que maintenant, voilà, j'ai l'impression que ça se dit encore plus. Enfin, je veux dire, ça se normalise. Moi, je dis souvent, même il y a mon fils a 16 ans, le cododo, c'était vraiment pas très bien vu. Maintenant, dans certaines grandes, enfin, au Lidl, on peut acheter un litre de cododo, quoi. Donc c'est quand même qu'il y a eu des choses qui se sont modifiées et qui changent, et que du coup, quand maintenant je parle du sommeil, ça semble normal aux gens de savoir que le bébé va dormir dans leur chambre. Alors qu'il y a encore 10-15 ans, on me regardait avec des grands yeux, l'air de dire c'est pas sa place, la chambre c'est parental, enfin voilà. Donc je crois qu'il y a des bouleversements, il y a des changements, mais il y a des choses qui sont encore très ancrées. Très ancrées. Il faut laisser pleurer le bébé, faut pas lui donner de mauvaises habitudes, faut pas le prendre trop longtemps. Je l'allaite, d'accord, à la demande, mais après je dois pouvoir le poser et faire ma vie, quoi. Oui, c'est ça rend très compliqué la vie des mamans, d'avoir cette image de si je l'allaite bien et qu'il a bien mangé, qu'il est propre, après normalement il doit dormir. Il va dormir, voilà, c'est ça. Hein. Alors c'est sûr que je reviens aux orphelinats, un bébé qui avale très très vite, il est assommé. Parce que c'est un surgavage. Et encore des coachs sommeil qui conseillent ça, hein, de lui donner une ration en plus pour qu'il dorme mieux la nuit. Ah oui. Ah oui, parce que c'est une digestion très lente. Et donc, ça programme le cerveau reptilien, donc l'axe hypothalamo-hypophysaire, à avoir une surdistension d'estomac et une sursatiété pour pouvoir aller dormir. Mais tu comprends pourquoi le biberon peut être source de surpoids plus tard. Tu vois, parce que c'est ancré et qu'il y a des gens qui peuvent dormir que s'ils ont mangé beaucoup le soir. Ce qui n'est pas une bonne idée au niveau immunitaire, au niveau de la régénération cellulaire et tout ça. Au niveau de l'insuline, ils vont se faire de l'insuline pendant une partie de la nuit. Donc, il faut que l'insuline soit basse pour que l'hormone de croissance puisse reprendre. Et ça, c'est la cicatrisation, c'est la régénération et tout ça. Donc, c'est vraiment pas intéressant, quoi. Voilà. Hein, mais on le dit encore. On le dit encore. Un biberon, des fois les gens me disent, mais je donne quand même un biberon de lait artificiel le soir. Oui, c'est ça. Comme ça, après, il dort bien. Après, il dort bien. Ben oui. Ben oui. Voilà, tu vois. Et puis, regarde quand en France, on a légiféré contre les punitions corporelles dont la fessée, la levée du bouclier, quoi. Vous n'avez pas à dicter aux parents ce qu'on fait. Moi, j'ai eu des fessées, j'ai survécu. Ça a fait un homme de moi. J'en veux pas à mes parents. Enfin bon, tu vois, alors que les maltraitants, enfin les violences corporelles, les violences éducatives ordinaires sont délétères. Et l'enfant ne peut pas le voir puisqu'il est attaché à ces personnes-là. Donc le premier groupe d'appartenance c'est celui qui maltraite. Mais ça crée quoi comme connexion? Et surtout une société qui est insécurisée. Hein. Oui. On disait que, je pense que c'est en Suède ou en Norvège, je ne sais plus, où ils ont aboli justement les violences éducatives ordinaires déjà il y a déjà longtemps. Et du coup, les parents d'aujourd'hui sont des enfants qui eux-mêmes ont bénéficié de cette interdiction et donc sont déjà des enfants qui n'ont pas vécu de violences éducatives ordinaires. Et il y avait une femme, je pense que c'est en Suède, il y a une femme qui disait qu'elle avait été là-bas et qu'elle disait c'est fou comme en fait ils font de la bienveillance finalement sans s'en rendre compte. Nous on apprend ça, on nous donne des cours, hein, on a des cours pour apprendre à parler, à écouter, à négocier, enfin voilà, à comprendre les besoins de nos enfants. Parce que, en fait, on doit sortir de ce système de vision de l'enfant me manipule, je dois lui apprendre, je dois le dresser, je dois lui apprendre comment être un bon petit humain et un bon citoyen, un bon petit citoyen. Oui, c'est ça. Mais que en fait pour nous ça demande énormément d'énergie parce que nous-mêmes nous n'avons pas été élevés comme ça. C'est ça, et c'est ça le drame, c'est ce que nous appelons notre spontanéité. C'est le copier-coller de ce qu'on a ingurgité quand on n'était pas en mesure de prendre distance et de critiquer ce qui se passait.
Donc on a été biberonné à la violence éducative ordinaire et ça peut nous jouer des tours devant les enfants, simplement qu'on a un minimum de maîtrise de soi. Enfin moi je sens que quand j'ai une réaction disproportionnée face à un enfant, je sais que ce sont mes blessures qui parlent. Oui. Et c'est-à-dire c'est retenir la réaction envers l'enfant, parce que j'ai une certaine marge de réserve, parce que j'ai une certaine culture. Mais moi, ce que j'ai compris, hein, c'est quand j'ai eu ma fille intense, j'ai compris pourquoi il y avait des enfants battus. Ouais. Mais c'est effrayant de trouver ça en Oui. soi. Parce que moi, des taloches, j'en ai eu, quoi. C'est l'éducation 1960, hein. Non, mes parents ont fait ce qu'ils ont pu, hein, de nouveau. Ils ont pu faire avec leur passé à eux, avec leur conditionnement à eux, mais c'est réaliser que j'aurais été capable de la pitcher par la fenêtre, quoi. Tellement j'en pouvais plus, parce qu'en plus, elle avait une voix, mais extraordinaire. Oh là là. Parfois, je m'éloignais pour pas frapper, quoi. Parce que je dis non, je peux pas faire ça, je l'adore, je peux pas. Mais on était encore très démunis dans les années 80, tu sais. On n'avait pas grand chose à part l'éloignement, donc, oh là là, oui, c'est pas facile du tout. Non, c'est un gros challenge. Et moi, chapeau à la génération actuelle de faire ce travail-là, de sortir de cette glu des violences qui se répètent d'une génération à l'autre et qu'alors qu'on intègre parce qu'on est nourri avec ça, avec l'amour des parents, parce qu'on reçoit les deux en même temps. Tu vois, c'est ça qui est très mêlant. C'est ça qui est très mêlant, c'est arriver à faire le tri après. Bon, il y a moyen, hein. C'est beaucoup d'énergie. C'est ça. Je crois que c'est Catherine Dumonteil-Crémer, si je me souviens bien, qui disait on ne peut pas passer à la bienveillance parentale sans faire un travail sur soi parce que ce qu'on a vécu va nous rattraper. Hein, devant l'impulsivité des enfants comme ça. Et puis un bébé, c'est un bloc d'impulsivité et de vitalité, hein, donc ça secoue, quoi, forcément. C'est le tsunami d'amour, mais c'est le tsunami quand même, quoi. Ouais, l'arrivée du bébé, c'est... Ah oui, ah oui, c'est le plus grand tsunami de la vie. C'est ça. J'en connais pas d'autre équivalent, c'est incroyable. Ouais, oui. Et on a beau le dire, hein, finalement, c'est quand même à chaque fois, je vois les parents qui sont en mode, mais je m'attendais pas à ça. Non. Et on peut pas préparer ça. Non. On a beau, moi, j'utilise quand même le mot tsunami. Je trouve que c'est quand même, mais ça. Malgré ça, non, je crois qu'il tombe à chaque fois assez facilement de haut, quoi. En mode, mais je m'attendais pas à ça. Je pensais pas que ça serait aussi intense. Enfin, voilà. Et c'est quand même bien de rappeler quand même que, on parlait du petit mammifère, etc. Enfin, voilà. C'est bien de rappeler quand même que tout passe. Oui. Parce que ce petit humain, en fait, il évolue, il grandit. Et en fait, si on l'a bien sécurisé, si on lui a donné tout ce qu'il fallait, en fait, ça devient un petit humain qui prend ses distances et qui étale un peu ses tétés, etc. Que ça devient un peu plus facile à un moment donné, quoi. Mais tu vois, moi, ce que l'étude de l'histoire m'a apporté, c'est un regard compatissant pour nos ancêtres, bon, pour mes parents, pour mes ancêtres, pour mes grands-parents, etc., etc. Et aussi, également un regard compatissant envers toute mère qui est face à moi. Je comprends mieux pourquoi j'observe des mères qui sont plus ou moins compétentes dès le départ. Parfois, j'ai l'impression qu'elles ont deux mains gauches, mais non, elles viennent d'où? Elles viennent de quelle culture? Avec quel bagage aussi de mémoire cellulaire, de conditionnement infantile, tu vois? Et se dire qu'elles arrivent toutes avec une histoire différente et plus ou moins de spontanéité dans leur sentiment de compétence. C'est là où le mot instinct maternel peut être très piégeant parce qu'il crée des attentes envers soi-même et envers les autres. Parce que quand on parle d'instinct maternel chez les primates supérieurs ou chez les humains, c'est parce qu'il y a eu mémoire cellulaire, modélisation passive, transmission active des gestes de maternage. Donc la maman Lady Sapiens qui a un bébé, elle vit le même tsunami, mais son groupe d'appartenance l'a outillée et va l'accompagner pour qu'elle puisse faire. Donc, elle est enveloppée dans ce tsunami. Tandis que les parents actuellement ont plus ou moins d'outils pour faire face à ce tsunami et parfois leur propre groupe d'appartenance les critique. Et même parfois les professionnels de la santé. Vous le prenez trop dans les bras, vous allez lui donner de mauvaises habitudes. C'est un petit poids, il faut l'allaiter aux 3 heures. Allez hop, on le déshabille, on le met sur la balance. Comme ça, il se réveille en hurlant et comme ça, il va bien téter. Mais en fait, on lui gaspille une énergie phénoménale. Oui. Tu vois, donc c'est, je dis les professionnels de la santé, il faut pas oublier notre histoire à nous. La périculture est née dans les orphelinats et l'obstétrique est née dans la dystocie. Parce que l'obstétrique médicale est née
en pratiquant des accouchements avec les femmes qui venaient accoucher à l'hôpital, c'est-à-dire des femmes en déshérence sociale, les premières ouvrières, les domestiques enceintes, Qui n'étaient pas en bonne qui santé. n'étaient pas en bonne santé, qui étaient rejetées par leur famille parce qu'elles étaient filles mères, parce qu'elles étaient pauvres, malnutries, pas assez de vitamine D, bon, parce que Des bassins rachitiques, des bassins rachitiques, c'est ça, les bassins meurtriers. Ça, j'avais appris ça. Ah ouais. Tu as entendu ça dans tes études, hein, si. Le bassin meurtrier. Wow. Le bassin des femmes est un bassin meurtrier. Il est compliqué. Hein, mais c'est l'origine de l'obstétrique, c'était ça. Et bon, heureusement qu'ils ont investi le domaine, ils ont inventé toutes sortes de machins pour sortir le bébé suffisamment tôt. Mais il est temps de sortir de ces empreintes-là, comme il est temps de sortir de la périculture d'orphelinat. Parce que ça nous vient encore, hein, comme tu disais, donner de bonnes habitudes, le récurer recto verso tous les jours. Enfin, maintenant, je vois qu'on postpose la grande toilette, je vois qu'on pratique des bains enveloppés. Waouh! C'est pas ce que j'ai appris à l'école. Hein. Moi, c'était rude. Hein, là. Non, c'est normal, le bébé, il pleure pendant toute la toilette, ça lui fait du bien. Après ça, il dort très bien. Ouais, je veux croire, ils sont Il en perd beaucoup de calories, là, oui, pendant le bain. Beaucoup de calories, c'est ça. Donc, ça lui fait des calories en moins pour se réveiller. Parce que passer en mode éveil, c'est comme ton téléphone. Hein, si la batterie est pas pleine, low batterie, il se réveille pas. Donc, il faut vraiment faire attention. Un bébé se réveille parce qu'il en a la maturité. Les prématurés, ils dorment quasiment tout le temps. Maturité neurologique, et il se réveille mieux à 40 semaines qu'à 37, et suffisamment d'énergie. Et là, c'est là où je voudrais pas proposer autre chose. Dans cette périculture d'orphelinat, nous la traînons encore avec nous comme un boulet au pied, mais qui est non conscient. Et donc, comprendre cet historique de tout ce qu'on a dit au niveau des bébés, qu'il fallait les dresser, leur donner des bonnes habitudes et tout ça. Il faut comprendre d'où ça vient. Et à l'époque, ces nurses ont fait ce qu'elles ont pu. Oui. Hein, donc on avec va pas, la réalité, avec pas de la l'air, réalité. pas de l'air. C'est ça, exactement. Oui, tout à fait. Et moi, chapeau à ces religieuses qui se sont dévouées à ces bébés, hein, parce qu'il fallait avoir la foi, hein, quand il y en a 9 sur 10 qui meurent avant 1 an, parce que c'était ça leur truc. Donc elles étaient persuadées d'avoir bien fait en les baptisant et en les dressant bien. Si elles avaient connu Brazelton, Dolto ou la théorie de l'attachement, elles se seraient flinguées, les nanas. Hein. C'est parce qu'elles auraient jamais tenu le coup. Mais heureusement, elles étaient persuadées. Mais elles ont quand même déjà humanisé. C'était un premier pas vers quelque chose d'un peu mieux, quoi. Au moins, elles les abandonnaient plus dans le bois ou au parvis des églises à crever de froid. Parce qu'il y en avait beaucoup. L'hospice des enfants trouvés de Paris, c'est 2000 bébés par an, hein, qui arrivaient à la grande époque. Oui. Ah oui. Ah oui, 2000 par an, là. C'est énorme. C'est énorme, on n'imagine pas. Donc, 70 à 90% qui mouraient. Oui, avant 1 an. Oui, avant les progrès de l'hygiène hospitalière et tout ça. Donc, merci, on les a sauvés, mais, et comme je te dis, le biberon a rapproché les bébés des parents dans la grande bourgeoisie et la noblesse. Donc, on a des gens instruits qui commencent à observer les bébés autrement que dans un orphelinat, parce que les seuls gens instruits qui observaient des bébés et qui théorisaient, c'était les médecins et les nurses dans les orphelinats. Tu vois? Donc, on commence tout doucement, au XXe siècle, à sortir. Mais c'est lent. Et alors, évidemment, il y a toujours des familles qui sont en avance et qui se font critiquer parce que dans leur culture, c'est pas comme ça qu'on fait. Mais il y a eu des femmes qui avaient des têtes dures et qui avaient décidé d'allaiter leur bébé. Et tu vois, c'est comme ça qu'est née la Leche League. C'est des femmes qui, en Amérique du Nord, aux USA, les USA, c'était très capitaliste, hein. Elles n'avaient pas de protection de la maternité, rien, sauf les femmes riches qui avaient un mari qui travaillait bien. Et en fait, c'est de là que c'est parti. Elles ont décidé d'allaiter leur bébé et elles ont fait groupe. Et la Leche League, c'est un organisme mondial d'information, quoi. C'est extraordinaire le boulot qu'ils ont fait. Et c'est parti d'une quinzaine de femmes bien décidées. Ouais. Tu vois, donc ça revient par la bande, tu vois, et ça, le mouvement est comme ça, c'est comme, ça fait quelques années, quoi. Ça a quoi, 50, 70 ans, là? Pardon, 70 ans, là. Excuse-moi, au Québec, je dois me forcer à dire 70, c'est pour. Après, on a beaucoup de Françaises et de Québécoises qui écoutent, ça, voilà, ça marche pour les deux. Ça, voilà. 70, 70. Oui, c'est ça, voilà, c'est ça. Donc, oui, c'est ça. Donc, alors, c'est pour ça que face à ces habitudes culturelles de séparer, de peser les bébés pour qu'ils se réveillent, de les remplir pour qu'ils dorment. Alors, quand tu vois les coachs sommeil, beaucoup de coachs sommeil sont encore dans la périculture d'orphelinat. Tu le remplis bien, tu lui mets une tétine, tu l'emmaillotes le bras le long du corps, et puis tu le berces. Tu le berces très vite. Et là, tu vas voir, mais en fait, c'est un comportement de résignation. Ou alors, tu le laisses pleurer 5 minutes, 10 minutes, 15 minutes. Tu vois, partout, il y a oui, c'est ça. Partout, le stress parental est là, le sens critique diminue. Et quand un parent est épuisé, il est prêt à accepter n'importe quoi pour avoir
un minimum de... Et ça, c'est aussi le problème à nouveau de la famille nucléaire Oui, sans tout le soutien exactement. communautaire. Exactement. Et puis de l'observation insuffisante des bébés. Hein. Parce que, bon, de temps en temps, elles réussissent leur coup parce que le bébé a été juste assez âgé pour commencer à le faire. Elles redonnent un peu d'assurance aux parents, ils remettent des cadres et des routines, et le bébé n'a pas de problème de santé qui l'empêche de s'endormir. Donc, de temps en temps, tu sais, quand on joue au Vogelpick, hein, quand on joue aux fléchettes, je vais le dire dans les deux langues, avec les yeux bandés, ça arrive qu'on arrive pile dans le mille. Mais pour un bébé avec qui ça réussit, à combien de dégâts, hein? Et moi, c'est pour ça que quand je parle de sommeil avec des parents, je fais une évaluation complète et c'est ça que je transmets dans la formation sommeil, tu vois. Enfin, bref. Donc, si tu veux, cet historique dont je parle d'ailleurs, hein, l'historique des mères, hein, dans mon livre, le 4e trimestre de la grossesse, j'espère amener, bon, d'abord pour les mères et les parents, comprendre mieux d'où on vient, hein, parce que ce premier livre-là est centré sur les mères, et par rapport aux professionnels de la santé, de mieux comprendre les différents niveaux auxquels arrivent les mamans quand elles ont leur premier bébé, parce qu'on est très inégal, on vient de cultures différentes, d'histoires familiales, de lignées transgénérationnelles différentes, hein, et puis d'histoires personnelles aussi différentes, hein, donc ça c'est... et alors... comment je dis, oui, cette compréhension-là, et alors de mettre en place la tribu postpartum, quoi. Hein, bien préparer, beaucoup mieux préparer la tribu. Parce que comme sage-femme, on n'a jamais parlé de ça. Hein. Moi, ça s'arrêtait à l'accouchement, ma formation. Tu sais, la mère et l'enfant vont bien, bon, le reste, il reste 7 jours à l'hôpital, puis maintenant 3 jours, et puis hop, un peu de visite à domicile, puis fini, quoi. Hein. C'est dommage parce qu'il y a vraiment tout un accompagnement parental qu'on pourrait faire, mais bon, ça c'est... Il y en a qui le font. Voilà, c'est très bien. Et alors, dans mon deuxième bouquin, Les défis du 4e trimestre, je fais un peu l'historique du bébé, de la condition infantile, comme je viens de le faire là. Et alors, je propose d'autres clés pour comprendre le bébé, pour sortir de la périculture d'orphelinat. Parce que, bon, un exemple de la périculture d'orphelinat qui nous reste, c'est penser le bébé en termes de taille d'estomac. Ah oui. C'est hallucinant, ça. La cerise, le petit pois, la cerise, l'abricot et compagnie, la noix, l'abricot. Oui, c'est ça. Alors, tu prends une cerise, c'est 5 millilitres. Hein, un œuf, c'est 90 millilitres. C'est facteur de croissance 18. Alors, tu appliques ça au bébé, 50 cm, 10 jours après, il devrait avoir 9 mètres. Tu vois, ça tient pas la route, quoi. Sur le plan anatomique, ça va. Et en fait, cette histoire de taille d'estomac du bébé avait été inventée pour les bébés au biberon, pour éviter justement la suralimentation. Parce qu'on s'est rendu compte qu'un bébé qui a une force de succion qui est fait pour téter au sein et pour appeler le lait, ben, quand tu appliques ça sur un biberon, surtout avec les vieilles tétines de maternité bien ouvertes au bistouri pour que ça aille plus vite, les biberons de nuit, là, il en flûtait 60-70 grammes. Après ça, ils étaient malades, quoi. C'est beaucoup trop. Donc, on a dit, attention, son estomac est tout petit, il faut pas que... Et puis, il y a des gens qui ont fait... C'est pour ça qu'il y en a beaucoup qui ont un biberon derrière eux. Oui. Parce qu'à la base, c'était fait pour le biberon. Et puis, évidemment, comme toute la périculture d'orphelinat, c'est arrivé dans l'allaitement, hein, bien entendu. Donc, on a dit, ah, mais ça tombe bien. Le colostrum, il remplit un petit pois, puis un pois chiche, puis une cerise, puis etc. Donc, c'était, en fait, défendre une bonne cause avec un mauvais argument. Pourquoi? Parce qu'on avait des femmes qui étaient dans les salles publiques, hein, dans les chambres à plusieurs lits, et qu'elles voyaient bien, dans la 2e nuit, 3e nuit, où le bébé est excité comme une puce, les moments qui donnent un biberon, le bébé, il bouge plus après. Oui. Et elle, avec son colostrum, moi, mes seins sont mous, j'ai pas de lait. J'ai pas de lait. Hein, mon bébé réclame sans arrêt, il est affamé à cause de moi, et en plus, ce matin, il a perdu du poids. Hein, mais à une époque aussi, hein, parce que quand ça s'est mis en place, c'était aussi à l'époque où c'était allaité aux 4 heures. Hein. Minimum 2 heures, mais l'allaitement à la demande, quand moi je travaillais dans les années 80, début là en maternité, l'allaitement à la demande, c'était minimum 2 heures entre chaque tétée, maximum 4 heures, et 5 minutes de chaque côté le premier jour, 10 minutes le deuxième jour. Oh waouh, ouais. C'était très chronométré, quoi. L'allaitement à la demande, c'était ça. Bon, ça a changé entre Moi, je suis née dans les années 80. Ah ben oui. Et ma mère m'a dit qu'elle ne m'a pas allaitée parce que son lait ne m'allait pas et me faisait maigrir. Oh, bah oui. Alors je disais, ah ben en fait, tous les bébés perdent du poids, c'est peut-être pas la cause de ton lait. Voilà. Et voilà, c'est quand même dommage du coup. Et après, elle a plus jamais allaité aucun de ses enfants parce que elle était persuadée du coup qu'elle avait du mauvais lait. Oui, c'est ça. C'est une légende qui traîne dans ma famille aussi. C'est pas du mauvais lait, mais on n'a pas de lait plus que 3 semaines.
Ah voilà. Ouais. Bah, Et au 3 moment semaines, au moment des pics, au moment où le bébé demande beaucoup. oui, c'est Et ça. effectivement, que si tu donnes un biberon à ce moment-là, le bébé va flûter Oui, le c'est biberon et ça. on va dire, ah, mais en fait, En fait, il il était était affamé. affamé. Oui, c'est Ouais, ça. Il était affamé. il était C'est ça. Ben affamé. oui, tu vois, ce sont des observations. Tu vois un bébé, tu lui mets un biberon, il avale tout très vite. L'observation est juste, mais la conclusion, l'interprétation est fausse. Pourquoi? Parce qu'on interprète encore avec si tu veux, le schéma de compréhension du bébé en orphelinat. Mais le bébé qui pleure, c'est parce qu'il meurt de faim. Oui, c'est ça, voilà. Donc, il se réveille parce qu'il a faim. La preuve, c'est que quand on lui donne un biberon, Il se rendort. il se relève. Mais il faut aussi trouver une explication entre les biberons, puisque c'est aux 4 heures. Donc, Mhm. entre les deux, il fait ses poumons. Oui, où il a des coliques. Où il a des coliques, voilà, c'est ça. Où l'épingle de nourrice est ouverte. Mais enfin, ça maintenant, c'est fini puisqu'elles Oui. sont autocollantes. On n'a plus cette explication-là. Hein, donc, tu vois, c'est vraiment toutes ces explications de bébé-là. Et on est encore là-dedans maintenant. Parce qu'on a à la fois ce maternage adapté au bébé nouveau-né qui émerge de données scientifiques, la théorie de l'attachement, les soins du développement. Et tiens, en face de ça, un non-maternage, un dressage précoce qui a 4 à 5 000 ans de Mais répétition. d'où l'inconfort, et c'est important de le dire aujourd'hui, Ouais. l'inconfort de beaucoup de mères qui justement se retrouvent, excuse-moi du terme, mais le cul entre deux chaises. Oui, c'est ça. Hein, et Ouais. que justement c'est entre je veux le meilleur pour mon bébé et je veux être 100% disponible, etc. Mais en fait c'est pas du tout la norme sociétale et c'est pas du tout comme ça qu'on nous a appris. Non. Et du coup on est dans l'inconfort total en se disant si mon bébé ne fait pas ses nuits c'est de ma faute, si mon bébé prend pas de poids c'est de ma faute, si Ouais, enfin c'est voilà, ça, voilà. parce que j'ai écouté que je devais donner au maximum, être près de mon bébé, etc. Mais qu'en fait, c'est inconfortable d'abord parce que je suis toute seule, parce que c'est Ouais. difficile, etc. Donc en fait, les femmes, elles ont Ah oui, beaucoup d'inconfort c'est ça. de par ce double discours en fait. Mais c'est un peu comme si tu voulais écrire une lettre et tu actives Word et il y a 2 logiciels qui s'ouvrent en même temps et ton truc passe de l'un à l'autre tout le temps. Ouais. Ben, ça va ressembler à rien ton Oui, écrit. tout à fait. Tu vois, c'est parce que tu vas dire, bah, attends, j'obéis à quel logiciel là? Ils s'appellent tous les deux du même nom et ils s'activent en même temps. Hein, parce qu'on vient d'une culture, tu sais, quand tu vois les modélisations passives, moi je vois encore beaucoup de films où les bébés sont en pouponnière. Hein, de beaucoup de films où là, une femme qui accouche dans un film, dans une vidéo ou quoi, ben elle hurle quoi. Oui, Dans et l'histoire, elle est sur le dos, elle est sur le dos. quelqu'un Oui. l'a fait pousser. Oui, Enfin, c'est j'ai ça. fait tout un podcast là-dessus sur les représentations dans les médias des naissances. Et c'est la représentation qu'ont les gens de ça, de la naissance, de comment est-ce qu'on s'occupe d'un bébé. On n'est pas du tout. Et les fois où le bébé est beaucoup plus demandeur, etc., c'est qu'il y a un problème. C'est qu'il y a un problème, c'est ça. Et c'est réduire le bébé à son tube digestif et à une taille d'estomac. Eh bien, par exemple, ça amène que si le père veut vraiment s'impliquer, il faut qu'il donne un biberon. Alors, il y a un tas de femmes qui font du tir allaitement et qui s'obligent à cet esclavage invraisemblable, alors que si on comprend le premier besoin du bébé, ça va changer la donne. Ça va être le contact, c'est la première chose. Voilà, et c'est là que je voudrais amener les 7 clés que je développe dans mon 2e livre, qui sont centrés plus sur le bébé, alors que le premier est centré sur la mère. Le 3e sera centré sur la famille, j'en parlerai après. Mais le 2e livre commence par un dialogue entre une mère et une soignante lambda, une mère lambda, une soignante lambda, qui récite ce que moi j'ai appris à l'école il y a 40 ans, même plus je crois, oui, 45 ans, 81, ouh là là, oui, d'accord. Et alors, et la mère est complètement perdue après ça parce que l'autre débite des contradictions que j'ai dit aussi, hein, parce que j'ai dit toutes ces bêtises-là. Parce que j'étais formatée par ma culture, par mes études. Donc ça a pris de prendre pas mal de recul. Voilà. En tout cas, un tout grand merci parce que c'était du coup une conversation passionnante. Merci. Comme toujours. Oui. Et puis bah, je pense que voilà, je mettrai bien en lien dans la description pour les 2 livres que tu as déjà écrits. Oui, et pour que les gens puissent retrouver les informations. Oui. Et puis bah, peut-être de suivre aussi ce que tu proposes parce que bah, voilà, là tu es en Belgique ces derniers jours parce que tu vas faire quelques formations, rencontres, etc. Oui, et donc de suivre peut-être ton actualité parce que bah, si jamais ils ont envie oui. de t'avoir en direct, de pouvoir assister à une conférence, etc. Oui. Ben écoute, il reste des places dans la formation postpartum avec l'AFA. Ah voilà. Voilà, donc là c'est en présentiel, ça fait des temps que j'ai plus fait du présentiel, enfin j'ai déjà fait une pré-conférence en présentiel, j'adore. Hein. Zoom c'est bien, mais j'aime bien le présentiel. Il va y avoir la conférence à Liège le 1er avril, il va y avoir justement sur les 7 clés, mais là avec des diapos en plus. Il va y avoir une petite journée de formation avec le PCFB, hein, l'Union professionnelle des sages-femmes belges,
à Herstal, donc à leur siège social, sur l'instinct maternel. J'ai toute une réflexion, mais là aussi avec des réflexions, des travaux de groupe. Enfin, on va réfléchir à la notion d'instinct maternel. Il y a beaucoup de formations réservées, parce que c'est dans des cursus de soins, donc là je ne peux pas en faire. Attends, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Mais déjà, suivre du coup tes actualités parce que tu vas Oui, partager où est-ce que sur Facebook et Là, sur mon site. là, c'est sûr que si on écoute maintenant, ben, il y a des choses qui vont se passer là dans les prochains jours. Oui, Mais ça. si les gens découvrent cet épisode à distance, ben, en fait, voilà. qu'ils aillent voir ton site internet, Oui. ton profil Facebook pour trouver les informations. C'est ça. Super. Grand merci. Merci, Mélissa. Tu vois, cette conversation avec Ingrid, elle aurait pu durer des heures. Et en toute honnêteté, elle a duré bien plus longtemps que ça. Et du coup, j'ai choisi quand même de diviser cet épisode en 2 épisodes parce que nos échanges étaient tellement riches qu'on s'est laissé emporter. La suite, elle parlera justement de ces 7 clés essentielles pour comprendre, s'adapter à son bébé, à ses besoins. Franchement, des clés vraiment concrètes qui vont vraiment permettre de sortir de cette confusion entre ce qu'on nous a appris, ce dont nos bébés ont réellement besoin. Et cet épisode-là, du coup, je vous le sortirai la semaine prochaine. Si d'ici là, vous avez envie justement de rencontrer Ingrid et que vous écoutez pile le podcast au moment où il sort et que vous habitez en Belgique, je vous invite vraiment à aller regarder son site internet, son profil Facebook pour aller voir où est-ce qu'elle est dans les prochains jours, parce que c'est l'occasion justement de la voir. Ça faisait 6 ans qu'elle n'était pas venue en Belgique, autant vous dire que ça vaut le coup. Et alors, si vous avez envie de nous rencontrer avec les sages-femmes de la maison de naissance de la Bulle, eh bien sachez que la 4e édition du salon Naître et Grandir en Douceur aura lieu les 17, 18 et 19 avril prochains à Senef, et on commence justement le week-end avec une rencontre ciné-débat autour du thème Mon corps, mon choix, et on va projeter le film Echo en présence de sa réalisatrice Chloé Debon qui sera là sur place, et il y aura aussi des ateliers, des rencontres, etc. Bref, ça s'annonce vraiment comme une édition qui va être incroyable, qui va être toujours aussi ancrée, aussi humaine comme les Labules. Bref, ça s'annonce important de venir. Si tu as envie de venir à cette rencontre ciné-débat, eh ben, je te mets le lien dans la description de l'épisode pour réserver ta place. En attendant, je vous le rappelle, de prendre soin de vous, de prendre soin de vos bébés, surtout de vous rappeler que en fait, vous n'êtes pas seul et que on n'est pas fait pour gérer ça tout seul. Ingrid l'a encore rappelé dans cet épisode de podcast. Donc on se donne rendez-vous lundi et d'ici là, eh bien, portez-vous bien.